Bonjour et bienvenue à D12 Échanges, ma série d'entrevues où je jase jeux de rôle avec les joueuses et les joueurs du podcast des vainqueurs et des vaincus. Je suis Phil et cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec mon ami Étienne Debien. Salut Étienne, comment ça va? Je vais bien. Et toi, Philippe, comment vas-tu? Ah, complètement super. Ça va complètement super, Étienne. Pas faire en one-on-one, ça va bien, ça dure moins longtemps Oui, hein? qu'autour de la table. Mais j'aimerais ça peut-être faire un montage pendant qu'on est sur le sujet là, de tous les moments où on dit salut, ça va, puis faire comme un genre de bon chunk de 2 heures là, de tous les épisodes où est-ce qu'on se dit comment ça va. Mais ça serait bon parce que c'est toujours cocasse comme moment. Je sais pas, je pense que personne écouterait ça. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? On lance des idées. Les Patreons, hein, vous allez avoir du stock incroyable. Ça va faire exploser notre Patreon. Mais bon, revenons-en au jeu de rôle, Étienne. Oui. Trêve de Patreon. Notre première partie ensemble, hein, c'était probablement autour de 2012, là, comme Andréane, cette partie qu'on a jouée de Donjon Dragon 3.5, Oui. où les personnages m'apparaissent flous avec le recul. Oui, moi aussi. Mais toi, est-ce que c'était ta première partie de jeu de rôle? Ce n'était pas ma première partie de jeu de rôle. Scoop. All right. Quelle était-elle? Ouais. Ma première partie, ça remonte début du secondaire. Avec mon ami Mathieu Grignon qui m'a initié à ce jeu. Lui-même avait pogné ça au secondaire, puis finalement, il s'était acheté les livres. J'ai des souvenirs dans son sous-sol. C'est comme les premiers souvenirs que j'ai de jouer à Donjons et Dragons. À cette époque-là, c'était la version 3.5, version beaucoup plus pointue. J'aimerais... Ben, tu sais, tout de suite, je vais le dire, la classe de prestige, déjà, ça venait tout changer parce que dès le début de la création de ton personnage, il fallait que tu penses à dans 8 niveaux, qu'est-ce qu'il te fallait pour devenir ce que tu voulais devenir. T'sais, si tu voulais devenir un assassin, il y avait plein de prérequis qu'il te fallait. Je sais pas, il te fallait 18 de dex, il fallait que tu sois d'alignement mauvais, il fallait que tu ailles le don X, mais pour avoir le don X, il fallait que tu ailles le don Y. Fait que là, c'est oui, fait que là, tu faisais comme une map là, de prévoyance, de comme, là, je vais pogner ça au 2e niveau, au 3e niveau, je vais pogner ça, puis au 4e niveau, on va arrêter de jouer, puis j'aurai jamais le temps de me rendre. Oui, puis on se rendait rarement jusqu'où on voulait se rendre. Évidemment. Mais c'est comme ça que ça a commencé dans cette version très pointue, mais que j'ai beaucoup aimé quand même 3.5 malgré le pointu de la chose. Là, tu disais début secondaire, t'avais quoi, 13, 14? Ouais, ça ressemble à ça. Puis tu jouais quelle classe, te rappelles-tu? J'ai joué beaucoup de magiciens et d'ensorceleurs pour différentes raisons. La première raison, dans ce temps-là, tu sais, un facteur de puissance, Philippe? Ouais, ben, qu'est-ce que t'entends par facteur de... Un monstre qui a un facteur de puissance 3. Ah oui, OK. Ça voudrait dire qu'un groupe de 4 aventuriers niveau 3, ce serait un bon match. Mais ça, on n'avait pas compris ça, OK? À l'époque, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on était accro de Donjons et Dragons, OK? On voulait tout le temps jouer à Donjons et Dragons. Ben, comme le monde ordinaire, là. Ben oui, c'est ça. Fait que quand t'appelais ton DM, c'est comme on joue à Donjon, oui, on joue à Donjon, mais là, si fallait que t'appelles 2 autres personnes puis qu'eux autres, ils pouvaient pas, c'est pas vrai que t'allais pas jouer à Donjon. Non, tout le monde voulait jouer pareil. Ben oui. Pareil à Donjon, mais tu jouais, fait que ça finissait qu'on jouait toujours en un joueur et un DM. Parce qu'on voulait pas attendre les autres joueurs, on voulait tout le temps jouer. Fait que dès qu'il y avait un moment où on était libre, le DM était libre, on jouait. Fait que ça faisait qu'on n'avait pas la notion de facteur de puissance. Puis, ben, on était souvent en train de mourir parce que les monstres étaient beaucoup trop forts pour nous. Surprenamment, ben oui, vous étiez 1 à la place d'être 4. À la question initiale, qui est pourquoi tu jouais des magiciens? Ben, avec du recul, j'ai l'impression que c'est une façon de me tenir loin des monstres puis de pouvoir survivre plus. Tu n'étais pas en corps à corps, un guerrier, je sais pas, ou un rogue contre un monstre beaucoup trop fort contre moi en 1 contre 1. Oublie ça. Fait on dirait qu'inconsciemment, c'était une façon de survivre. Puis, il y a le côté créativité, honnêtement, d'avoir accès à plein de sorts que tu peux utiliser à toutes les sauces. Ça fait partie du plaisir, je trouve, un potentiel de créativité, je dirais. OK, mais c'est intéressant que tu commences à parler de sauce comme ça par la bande. Oui.
Parce que tu joues effectivement un magicien de la sauce dans notre série des vainqueurs. Ouais. Pensais-tu jouer aussi longtemps en faisant des jokes de sauce? Honnêtement, non. Mais est-ce que je changerais ça pour rien au monde? C'est un grand plaisir là, qu'on partage ensemble, Oui. toi et moi, là, les frères sauciers. Et de frère à frère, je te dirais, c'est quoi, selon toi, la force de la sauce dans cette série-là? T'sais? Qu'est-ce que ça apporte de plus? L'authenticité. Il y a de quoi de... Je sais pas, tu peux pas... C'est déjà trop absurde, tu sais. On peut pas partir d'un concept aussi absurde. Fallait qu'on le vire de l'autre bord, puis on dirait que ça nous a obligés à le jouer pour vrai, puis à être sérieux là-dedans, puis pas être sérieux à certains niveaux, là, mais d'avoir développé la saveur comme ça, puis que qu'LP nous aide un peu à le présenter de manière crédible. C'est quelque chose qui m'a surpris, puis agréablement surpris. Là. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse faire de quoi qui se peuvent, puis qui est présentable. Oui, qui est présentable, effectivement. Puis je pense qu'il est prenant d'une certaine manière. J'ai l'impression que c'est des personnages attachants ou super haïssables, dépendamment d'où tu te tiens là, dans le spectre là, du vrai ARP. Oui. C'est sûrement des gens qui sont pas capables, puis je les comprends, c'est correct. Mais c'est correct. Pour toutes les autres qui aiment ça, je suis prêt à vivre avec ça. Mais ça demeure très niaiseux et je voulais justement te poser la question parce que on ne doit pas être les seuls à niaiser autour de la table, mais j'aimerais ça que tu m'expliques comment on fait pour niaiser, mais de manière constructive à D&D. Oh. Ben, comme tu en as un peu parlé avec Pépé lors de ton passage, comment s'appelle sa série? Entre deux échanges de dés avec Pépé, je sais pas, C'est ça, là, où on tire rouler des autour questions. de la table, une affaire. Là. Ben, je pense qu'il y avait une belle piste de réponse là-dedans qui était on sacrifie jamais la narrativité, l'histoire pour l'humour, tu sais. C'est jamais trop chaotique, c'est des gags. Je pense qu'aussi, tous les joueurs sont au courant qu'on fait une sorte de performance, qu'il y a des gens qui vont nous écouter, puis ça fait une grosse différence. Tu sais, s'il fallait qu'on oublie ça un moment, ben, à m'amener un épisode au complet à rester dans une pièce puis juste décrocher puis rien faire, ben ça devient long, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'on se débrouille bien. Puis même la saison 2, très solide. Saison 1, on commençait à faire des apprentissages à ce niveau-là, mais après ça, saison 2, je trouve que ça roule vraiment bien. Oui, on a pogné notre air d'aller, disons. Ouais. Toi, Étienne, quand tu es autour de la table, t'es quel type de joueur? J'aurais tendance à dire un joueur complémentaire. J'essaie de saisir ce qu'il y a déjà autour de la table puis essayer d'amener ce qui manque. OK. Un peu comme Robbie en parlait justement Oui. il y a quelques semaines. Il se disait qu'il était toujours le dernier à choisir son personnage. Pas dans cette partie-là, parce qu'on a commencé avec un concept, on s'est dit, bon, on va être les frères jumeaux, puis tatati. Mais souvent, j'aime ça m'informer, qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe, qu'est-ce qui manque dans l'équipe avec les classes. Puis après ça, ben, c'est ça. Si un joueur, je sais pas, ça, j'essaie de le faire de plus en plus, mais si un joueur il décide de faire un jet de perception, ben, de pas aller taper un jet de perception tout de suite après, à moins que je sache qu'il faut qu'on trouve cette information-là pour faire avancer l'histoire. Mais sinon, on essaye de prendre d'autres chemins ou de. Ouais, c'est plate un peu hein, quand quelqu'un fait genre je fais un jet d'investigation dans la pièce. Ah ben tu trouves rien. Ah ben moi OK, aussi, ben moi je fais un jet d'investigation. Ouais, c'est. Ben, c'est correct. À certains moments, je sais pas, là, ça fait 8 épisodes qu'on rassemble des indices pour une énigme qu'il faudrait qu'on ait, puis que. Bon, c'est correct si on est 4 à rouler dessus, mais. Puis c'est correct si on l'a pas l'énigme aussi. Hein? Oui, aussi. Mais ce serait le fun de l'avoir, tu sais. Mais on peut pas toutes les gagner. C'est ça le principe en même temps du jeu de rôle. Puis toi, justement, sur le plaisir du jeu de rôle, dans le fameux spectre qui va de jeu jusqu'à rôle, où est-ce que tu te situes? Dans le présent, un peu comme le reste de l'équipe, là, très jeu de rôle. Mais dans mes débuts, quand je remonte à mes premières parties où on jouait toujours en 1 à 1 avec le DM, ben à cette époque-là, ce qui se passait, c'est que tu jouais toujours avec le DM, puis admettons, tu avais souvent, je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de l'alignement, OK? Tu avais les personnages bons puis les personnages evil. Et il y a un certain moment dans la partie,
je sais pas pourquoi, ces personnages-là finissaient par se rencontrer, puis ça finissait toujours en PVP, en player versus player. Ça Oh là s'entretuait là. entre joueurs, OK? C'est une autre époque, c'est une autre garde. On était jeunes, on comprenait pas. Ben, je sais pas. Mais à ce moment-là, les règlements étaient super importants parce que c'était un peu le. Tu pouvais pas jouer joueur contre joueur en ignorant les règlements. C'était la base de ce qui était fair, de s'affronter avec certaines règles. Fait qu'à cette époque-là, les règlements étaient très importants. Si t'étais pour tuer mon personnage, ben t'es bien mieux de le faire dans les règles de l'art parce que sinon, C'est pas je juste. serais pas content. C'est plate de perdre combien d'heures, combien d'heures parce que bon, on a ignoré ce règlement-là, ben c'est poche. T'sais. Fait qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup règlement, puis le plaisir a changé, la dynamique de jouer en équipe. Après ça, une fois que tu as ça, ben les règlements, ça a pris le bord un peu. T'sais. Mais pour revenir aux alignements desquels tu parlais au début de ta réponse, Ouais. c'est important, ça, les alignements? Non. OK. Non. Non. Parce que ça peut changer. Ultimement, si tu dis, ben, je suis un personnage neutre, comme ça me permet de faire tout type d'action. Oui, puis non. À un moment donné, quand 80% des actions que tu fais sont evil, ben, peut-être dans le fond, t'es evil. Fait que je pense que c'était rendu là, c'était. Si le joueur le réalise pas, ben, c'est au maître de jeu de faire comme, ben, tu sais, il semble que ton personnage est plus evil. Puis, ah ouais, ok. Mais après ça, qu'est-ce que ça change? Je sais pas. Une fois que le joueur dit je fais ça, c'est ton alignement, il a beau être écrit sur ta feuille. Si t'as dit que t'as fait ça, puis t'effaces ton alignement puis tu le changes pour le nouveau. C'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est un peu comme un guide, tu sais. Ouais, c'est comme un backstory. Tu te dis, bon, ça m'aide à choisir mes actions, ça peut me guider, ça peut m'aider à faire des choix logiques, mais après ça, il n'y a pas juste ça. OK, puis toi, c'est quoi ton alignement quand tu joues? Neutre. Parce que ça me permet de faire toutes les actions. Oui, mais ça dépend du perso, tu sais. Dans le temps, j'étais beaucoup plus tenté par des alignements evil. À ce moment-là, j'avais beaucoup de plaisir à faire des crosses. Mettons, je vais dire ça, à faire des tours de passe-passe, OK? Ça, c'est mon premier plaisir à Donjons et Dragons. Tu sais, la première fois que j'ai réussi à vendre une illusion de cheval, regarde, le plaisir que j'ai eu, c'était comme un pic, là. Puis là, tu te dis, crime, dans 1 heure, le cheval disparaît, puis je suis mieux d'être parti, moi aussi, parce qu'il sera pas content. Mais après ça, c'est un petit tour de passe-passe que je trouve honnête. Ça peut faire même avancer l'histoire. C'est pas comme. Il y a des gens qui jouent très chaotique, puis je tue tout le monde. Puis non, ça amène pas à l'histoire, mais juste vendre une illusion d'un cheval, ben, ça fait que 2 mois plus tard, quand ton maître de jeu te dit bon, mais t'as une nouvelle quest qui est dans cette même ville-là, là, tu sais, là, que t'avais vendu un cheval, puis là, il te regarde avec un sourire, ben là, tu le sais qu'il va te le rendre, tu sais. Oui, Ça, oui. c'est bon, c'est un plaisir qui se renouvelle à partir d'un petit tour de passe-passe. Puis ça, c'est un des plaisirs de donjon. Ben oui, tu plantes des graines pour la semence de l'histoire du futur, tu sais. Oui, puis c'est un peu comme si je prends l'exemple dans Des Vainqueurs où Rogar se fait passer pour le représentant d'un nouveau dragon, tout ça, Ouais. quand on va libérer les grenouilles, ben ça, c'est un tour de passe-passe. Puis des fois, c'est juste un raccourci narratif, puis c'est satisfaisant. Tu sors de là, tu as réussi avec un tour de passe-passe, un plaisir là, instantané avec ça. Tu sais. Mais en même temps, LP lui a bien rendu avec cette fameuse énigme. Oui, ça finit toujours par revenir. Oui, 100%. Le boomerang des actions-conséquences. Oui. C'est honnête, je trouve ça vraiment honnête. C'est le retour du balancier entre joueur puis DM, puis c'est correct, ça fait partie de la game. Mais toi, Étienne, t'es pas toujours joueur. Des fois, t'es DM, même si c'est pas nécessairement capté là, par les micros. Là. Ça m'est arrivé, oui. Comment, quand t'es DM, tu prépares tes games? T'as 2 types de DM, t'as ceux qui improvisent tout sur le tas, puis ceux qui vont passer 4 ans enfermés à écrire des livres, puis à dire bon, je pense que je suis prêt à commencer. J'essaye de pas être ça, mais. T'es un peu 4 ans à écrire des livres. Ouais, j'ai de la misère à pas être ça.
je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas assez d'expérience de DM pour juste toujours improviser puis que c'est d'être super à l'aise à toujours me dire. Mais d'un autre côté, je pense pas que ce soit juste un manque de confiance. Je pense que je ressens l'importance d'avoir une histoire solide. J'aime pas ça quand il y a un maillon faible quelque part qui fait comme crime. J'avais pas pensé à ça, puis ça vient tout fucker. Puis là, quand t'accumules des incohérences après ça, c'est dur d'aller demander aux joueurs de trouver ce que tu veux qu'ils trouvent alors qu'il y a plein de failles partout. Je sais pas. Je trouve ça important de savoir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il y a dans ma ville, où sont les... Tu sais, c'est moi qui vont être leur repère aux joueurs. Fait qu'il faut que ça soit super clair dans ma tête, tout ce qu'il y a dans ma ville, les personnages. Ouais, mais tu sais, si t'as rien construit à la base, hein, c'est dur de trouver une brèche dans un mur qui n'existe pas. Non, c'est Dans ça, mais tu sais, t'as un petit bout de mur là, un petit bout de mur là, puis à la fin, tu te dis, crème, moi, je voulais avoir une murale à la fin. Comment je fais pour que ça tienne tout ensemble? Tu finis par mettre bien de la crazy glue, puis je sais pas, c'est pas esthétique. C'est peut-être un souci d'esthétisme, je sais pas. OK, ben parfait. Puis quand t'es joueur, est-ce que tu te prépares autant? Dans le cadre d'un podcast, beaucoup plus que dans une game non diffusée, OK, mais je fais vraiment une distinction. qu'est-ce que tu fais de plus dans un podcast que dans une partie plaisir? Ben, je vais penser à mon personnage beaucoup plus longtemps. Je sais pas, j'essaie de me préparer des blagues de sauce. Tu sais, c'est Ah con de oui, même. sont préparés tes jokes de sauce. Ben, je me donne des idées puis je me dis, hey, ça, c'est un bon gang de sauce, mais que l'occasion se présente, ben, je pourrais le plugger, tu sais. J'en ai pas 1000, tu sais, mais mettons sauce qui peut, quand Ouais, on fallait qu'on sorte du temple, c'était là qu'il fallait qu'elle sorte, puis j'étais bien content. Elle était de dans l'avoir. ton livre des Il jokes était dans de mon livre, sauce. puis c'est ça. Mais après ça, diffuser ou pas, ça change beaucoup de choses. Dans le podcast, je me dis qu'il faudrait que je prenne plus de notes comme tous les joueurs, mais en même temps, c'est que je veux pas manquer ce qui se passe parce qu'on est dans un spectacle. Fait que, tu sais, je me dis pas, OK, là, je vais écrire tout ça, je vais écrire tout ça, mais pendant que j'écris tout ça, je suis pas en train de suivre l'histoire. Fait que ça me dérange beaucoup. Je me dis, non, c'est pas le temps de prendre des notes. Là, tu performes. Ouais, c'est une affaire de moment présent. Là, Oh, il faut que tu sois actif, il faut que tu sois tout là. Faut autant ton playing que de saisir ce que les autres veulent, où ce qu'on s'en va, de rester avec le groupe, tu sais. Puis là, je me dis, ben, après, c'est parfait, tout est enregistré. J'ai juste à réécouter puis prendre les notes. Mais après ça, j'arrive pour réécouter, puis je suis pas assis avec un cahier en train de me dire, je vais écrire. Fait que je me dis, bah, c'est beau, je vais... Anyway, je l'écoute beaucoup, tu sais, je le réécoute. J'aime ça le réécouter, des vainqueurs, des vaincus. Je le réécoute souvent. Ouais, OK, c'est dit, là. C'est dit. Je sais pas si c'est une mauvaise chose, ça paraît mal. Je nous réécoute beaucoup, j'aime ça. Tu sais, c'est des moments... Gratitude, c'est le mot qui me revient. Je suis très heureux d'avoir la chance de faire ce podcast-là avec des gens proches, des gens super drôles. Fait que je nous trouve drôles, puis ça fait que quand je nous réécoute, ben, je trouve ça encore drôle. Puis tu sais, fait que je le réécoute souvent, puis ça m'amène du bonheur. Tu sais. Non, mais c'est vrai, des fois, je fais le montage, puis je trouve ça drôle là, encore, tu sais. Puis j'étais là pourtant. Oui. Fait que je me dis, ben, je vais le réécouter assez souvent que j'aurais pas besoin de prendre de notes, mais là, on est rendu à un stade où on a tellement d'épisodes, puis c'est tellement passé de trucs que j'ai beau le réécouter 10 fois, je peux pas tout retenir. Là, fait que je suis au même niveau que les autres, là, un peu perdu par moment. Puis, Étienne, toi, quand tu joues, peu importe la game, tu as un set de dés qui est bien spécial, que t'as fait venir de je sais pas où, là, qui est en métal. Ouais. Ben, je pense pas que tu ce qu'on appelle un Dice Goblin. Si je peux expliquer aux gens à la maison, le Dice Goblin est la personne qui a des dés et des dés et encore plus de dés pour toutes les occasions. Des sets à ne plus finir. Mais Étienne, il s'en tient à l'essentiel de son set, super lourd en métal. Ouais. Est-ce que il y a une superstition dans ton choix de set de dés? Au début, non. Peut-être que ça s'est développé à force de toujours jouer le même, mais c'est vraiment une question de feeling. Là. Lancer un dé en métal, il y a un certain poids, puis c'est satisfaisant. Je pense que c'est surtout ça. c'est quand même, là, mais c'est. Je vous le conseille, achetez-vous des dés en métal. Jouez pas sur des tables de bois mou. Vous allez passer au travers de la table, mais. Le bois mou, hein? Ouais, le bois mou. Le fameux bois mou. Là. Ouais. Le bois mouvant. Donc, c'est important d'avoir un bon set de dés pour jouer une bonne game.
Ben oui, tu sais, Rogard, faudrait qu'il change de dé. Bon, OK. Robbie, si t'écoutes ça, ben... T'as pas des bons dés? Non, non. Le vin sort juste à des moments absurdes où on fait du roleplay. Fait que, ben, c'est correct, ça fait des beaux moments. Mais, oh, j'ai eu peur souvent. Oui, ça nous met dans l'embarras à plusieurs reprises, en fait. Effectivement. Là, Étienne, c'est le grand moment d'une nouvelle section Mais voyons. dans l'entrevue que j'ai mis au point hier soir. Et c'est la section questions du magazine Cool. OK. Alors, Étienne, qu'est-ce qui te met dans l'ambiance pour une bonne game de donjon? Il en faut pas beaucoup, hein. Faut des amis avec qui t'apprécies de jouer. J'ai-tu besoin de plus? Je ne crois pas. La musique, des chandelles. Non, non, non. Si je retourne Des à mes débuts, costumes. si je retourne à mes débuts de D&D, là, ça m'arrivait souvent, comme on jouait un joueur et un DM, ce qu'on faisait, on était jeunes, on partait avec notre fiche de perso, un des 20, c'est tout, même pas toutes les dés, là, juste un des 20, on allait marcher pendant 6 heures dans Brossard, puis on jouait à D&D. Quand il fallait lancer des dés, tu t'arrêtais, tu roulais le dé dans la rue, puis c'est ça, t'as rien besoin d'autre. C'est ça la beauté de ce jeu-là. T'as besoin d'un dé 20, puis même si t'en avais pas, tu pourrais trouver une façon de faire sans dé. Fait que tu sais, T'as roulé le dé dans la rue. ouais. Là, des fois, ça tombe dans le crack, c'est pas clair, c'est quel chiffre, fait que tu recommences. On peut dire que t'as joué du street D&D? Ah oui, 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 oui. J'ai gros street cred à cause de ça. À Brossard, les gens dans la rue se tassent quand je marche. Oui, 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 parce que tu roules ton D20. Oui. Cool. Oui, Moi aussi, si je vois des jeunes qui roulent les D20, je vais me tasser. Je vais changer de trottoir. Là. oui, oui. Toujours dans la section Quiz Magazine Cool, Étienne. Oui. Es-tu plus skills ou es-tu plus spells? Ouh. Ben, ça va de soi. Comme j'ai toujours plus joué des magiciens, je te dirais que je suis plus spells. Mais c'est vraiment juste à cause de ça. J'ai l'impression que si j'avais joué des rogues toute ma vie, tu poses la question à Andréane, je suis pas mal sûr qu'elle va te dire skills. C'est comme instantané, là, ça va avec, je crois, les classes que tu joues le plus en tant que joueur. Et pour clore ma section Quiz du Oui. Magazine Cool, est-ce que tu pourrais me parler de tes spells favoris? Oh, aïe, aïe, aïe. Ça dépend dans le spectre du temps. C'est sûr que plus je remonte à loin, plus que les spells de combat sont importants parce qu'il fallait survivre, fallait se battre. Bon. Mais là, maintenant qu'on joue plus d'un point de vue histoire, ben, les spells de combat, moins intéressants, malgré que le fait qu'on les mette à la sauce de la sauce, ben là, on dirait que ça renouvelle le plaisir. J'ai comme. Je suis La revenu. sauce de la sauce. Ouais. Ouais, ça dérape, hein? Oui. Fait que non, je sais pas. Mais après ça, spécifiquement, les spells que j'aime pas, c'est des spells de charme. Genre suggestion, charme personne. On dirait que Ça, t'as eu ça. c'est pas clean. C'est un petit tour de passe-passe. Là. C'est un raccourci, je sais pas. Tu sais que le DM taillit instantanément quand tu fais une suggestion. C'est pas clean. Mais c'est dans le livre, tu sais, t'as le droit. Ah ouais, c'est ça. Tu le fais. Ouais, c'est cheap, mais c'est là. Ouais. Exactement comme le don chance. Saucisse a le don chance, mais je l'ai jamais utilisé pour un combat. Je l'ai jamais utilisé. Je pense que je l'ai jamais utilisé, point. Je sais pas. Une fois, à un moment donné, ouais, c'est parce qu'on roulait à l'infini. Je me suis dit que je voulais juste l'utiliser pour la sauce, puis... parce que je le sais que ça fait chier le DM. Tu sais, c'est comme... Statistiquement, c'est trop fort. Fait que c'est comme, ben, tu sais, t'as raté. T'as raté. Assume que t'as raté, pas « Ah, est-ce que j'ai vraiment raté? » À chaque fois, ben... Ça, je trouve pas ça fair. Après ça, ben, tout ce qui est, je sais pas, ben plus mage hand, tu sais, des trucs vraiment standards qui s'utilisent pas nécessairement dans un combat, ben, ça, je trouve ça intéressant. Malgré que, shout-out à Charles Elliott, qui utilisait une main de magicien pour aller enlever des flèches dans un carquois. Hein? Ouais, ça, je trouve ça crime. C'est un bon flash. Ça j'aime ça. Quand mais il n'y a pas de limite à Mage Hand, sinon la créativité. Hein? Non, puis 10 livres, je pense. Ouais, 10 livres. Ouais. Mettons qu'on met des limites. Oui, il y en a. OK. Il y en a. C'est là que je trouve que les règlements sont importants. Si tu utilises Mage Hand pour soulever de quoi de bien trop pesant, ben, moi, ça me dérange. Oui, OK.
Correct, correct. Tu sais, je mets pas tant d'importance aux règles, mais il y a une limite. Il faut quand même respecter la base. Mais y a-tu des spells que t'aimes, là? Parce que là, on vient de bitcher une gang de spells, mais tu sais, il doit en Ben, OK, avoir des fun. mettons, dans des vainqueurs, Grèce, honnêtement, le fait que c'est venu avec un côté humoristique instantané, je pense que c'est mon coup de cœur de spell de des vainqueurs. Là, Ben oui. pour vrai, je pense que c'est mon top 1. Quand Après tu ça, le castes, j'entends toujours la musique de Benny Hill un peu en arrière. Là. mais après ça, je sais pas, peut-être des trucs en tant que joueur, si tu veux pas manquer une shot, un projectile magique, rien comme ça. Tu sais, la force est peut-être un peu réduite, mais au moins tu es sûr d'atteindre ta cible. Ça, en tant que joueur, c'est quelque chose de safe. Ça va toujours rester dans les top spells, je pense. Puis, ouais. OK, on s'en tient. Projectile magique, Grèce, Ouais. les spells favoris. Et c'est ce qui conclut ma section quiz du magazine Cool. Merci, Étienne. Tu vas peut-être avoir ton poster dans le milieu là, la semaine prochaine. Je sais pas. J'ai une confidence à faire, Phil. Oh, ben c'est. Attends, OK, on rouvre la section quiz magazine Cool. Fais-moi ta confidence. Puis là, j'ai hésité à le dire parce que je passe pour vraiment un niaiseux dans cette histoire-là. Là. Tu sais, des 12 échanges. Ouais. Ce matin, je parlais avec ma blonde. Je lui ai dit, y a-tu un jeu de mots que je comprends pas avec des 12 échanges? Elle me dit, ben, des 12 échanges. J'ai comme, ah, je suis tellement cave. Je suis tellement cave. Ça a pris jusqu'à ce matin pour que j'allume. Puis, bon, je vais essayer de me justifier là-dedans parce que j'ai de l'air d'un. Tu sais, je crois que c'est parce que, comme on se connaît très bien, toi puis moi, Phil, ben, tu sais, t'as plusieurs types d'humour. Puis ça, je pensais que ça en était un. Que c'était comme un spin sur le fait qu'on avait toutes fait les jeux de mots. On a fait les des vainqueurs, des vaincus, blablabla. Puis j'étais comme, ah, ça y est, là, on est rendu à un anti-gag où il n'y a pas de jeu de mots. C'est ça le gag, il n'y a pas de jeu de mots dans des 12 échanges. Puis c'est ce matin que ça a fait comme, non, ça a pété ma bulle. Je suis comme, non, je suis juste un cave dans cette histoire-là. Fallait que je le dise. C'est dit, c'était ma confidence. Ben, j'accueille ta confidence avec beaucoup de plaisir. T'es pas la première personne, je pense, Charles Elliott, là, que j'ai eu en premier sur la série, m'a dit la même chose. Oh, mais c'est ça, j'aurais dû allumer quand lui l'a dit, tu sais. Oui, parce que t'as écouté en plus. Hein? C'est d'autant plus ridicule de ma part. Je sais pas, j'étais pas prêt à accueillir cette information-là. OK. Il a fallu que ça pop ce matin. Ben, chacun sa vitesse, Étienne. L'important, c'est de se rendre. Hein? Oui, je suis rendu. Mais bon, fermons la section quiz magazine cool une fois pour tout. Fermons ce magazine. Et revenons-en à nos moutons, Étienne. Dans le contexte de ce podcast spectacle, hein, on interprète des personnages bien clairs parce qu'on joue en personnage. Ouais. Comment tu trouves ça, toi, de jouer en personnage autour de la table? Est-ce que tu penses que c'est pour toutes les tables? Est-ce que ça apporte à ton plaisir? Est-ce que ça apporte à mon plaisir? Ça, c'est sûr que oui. Il n'y a aucune question là-dessus. Est-ce que tu as toujours joué en personnage? Non. Avoir une voix toujours abordée en roleplay plutôt que de dire je fais ça. Je l'ai pas toujours fait, mais je devrais toujours le faire parce que c'est là que la magie s'opère. C'est là où tu as des moments cocasses ou des moments touchants. Je pense à tous les moments de roleplay où, mettons, Rogar va nous chercher un cadeau de oui, le saucier en argent. Là. De la part, entre guillemets, de Rosie. Ça, ça fait partie des cadeaux qu'on se fait à jouer, à faire du roleplay. Puis ça, t'enlèves la moitié même plus que la moitié du fun, honnêtement. C'est important. Est-ce que c'est pour toutes les tables? Ça va l'être pour toutes les tables sur lesquelles je vais jouer. En tout cas, du moins, moi, je me donne ce mandat-là de toujours le faire. Je ne l'ai pas toujours fait, mais je veux toujours le faire pour le futur. Après ça, est-ce que à d'autres tables qui ne me concernent pas, si personne veut jouer avec les rôles, ben faites-le pas. Si des gens qui trouvent le plaisir ailleurs, puis les autres, c'est de checker les stats, puis de faire « Oh, wow, avec ce don-là, je suis rendu à +4 au lieu de +3, puis aïe, 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 ça, c'est bon pour mon perso. » Ben, c'est correct. Tout le monde trouve son plaisir ailleurs, partout. Surtout des nouveaux joueurs, je trouve que c'est dur. T'as tellement de trucs à penser, à gérer. En plus, il faut que tu joues ton personnage. Mais est-ce que c'est pas plus facile pour un nouveau joueur de rentrer via la peau du personnage, puis après de gérer les règles
Oui, mais ça dépend de quel milieu tu viens. Tu sais, nous, on vient d'un milieu d'impro, milieu où on est super à l'aise à faire ça, mais t'as des gens qui sont pas Oui, il y nécessairement a à des l'aise. comptables qui jouent à D&D Oui, aussi. Hein. oui. Puis après ça, eux autres, de prendre une voix, oh, t'es malade, là, comme s'il fallait que mes amis m'entendent avec une autre voix. Et aïe, aïe, ils m'en parleraient pour le restant de mes jours. Tu sais, je sais pas Mais si t'es-tu ça te fait obligé de prendre peur. une voix pour interpréter Non, t'es ton pas personnage? obligé, mais je dis prendre une voix, ça peut être autre chose. Ça peut avoir un catchphrase qui revient toujours ou d'avoir des habitudes, ton personnage a des manies, whatever. Tu sais, donner de la saveur à ton personnage. C'est pas obligé d'être une voix, mais Ouais, tu sais, mettons, ton personnage, il dit toujours sapristi. ouais. Tu sais, toi, tu le dis jamais dans la vie avec tes amis, sapristi. Fait que, évidemment que c'est pas toi là, Non, qui interprète quand tu dis puis à chaque sapristi au fois que tu début le de ta dis, phrase. Tu ben, sais. je sais pas, je trouve ça drôle, tu sais. J'ai pas besoin de beaucoup. Tu sais, moi, dans la vie, je suis un bon public, je pense. J'ose espérer que j'ai le bonheur facile. Je m'émerveille devant peu. Ça en fait partie. Si je vois que le joueur crime, il a pensé à son catchphrase, je sais pas, ça, c'est un de mes plaisirs, de mes plus grands plaisirs de donjon, Phil, c'est d'être témoin de l'intelligence des gens autour de moi, puis de Ah, c'est bien l'intelligence dit. à tous les niveaux, tu sais, au niveau social, au niveau mathématique, de saisir les autres, de juste de construire une histoire. Il y a tellement d'intelligence qui se dégage de Donjons et Dragons que d'en être témoin, ben, ça, c'est mon plus grand plaisir de jouer à Donjons. C'est juste de voir comment les autres jouent. Puis peu importe comment ils jouent, ça va être différent un des autres. Puis ça m'allume. Tu sais, c'est mon plus grand plaisir. C'est très noble, puis je pense que c'est vrai d'une certaine manière. C'est un plaisir que j'ai aussi à jouer à Donjon Dragon, puis c'est ce qui fait que c'est un jeu social que ça serait vraiment difficile d'aller retrouver le même plaisir seul à la maison. Même Mhm. si c'est un jeu là, qui est fait pareil là, comme Donjon Dragon dans ton ordi, ben c'est pas le même plaisir que d'être autour de la table avec des gens qui apportent des situations puis qui apportent des réponses bien propres à l'humain. Tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Mais parenthèse, parlant de jeux d'ordinateur, Vas-y donc. mon premier contact avec un jeu très proche, ben, très proche, là, c'est carrément le jeu Baldur's Gate. Ouais, oui, Baldur's Baldur's Gate. Gate, le jeu de 1998 sur PC. Ça a été mon seul et unique contact avec le fameux taco. Oui. Mais tu vois, j'ai joué beaucoup à ce jeu-là, mais j'ai jamais compris. Tout ce que je comprenais, c'est quand je mettais une armure, ma classe d'armure-ish baissait. Fait que ça me suffisait. Tu sais, je le comprenais pas ce qui se passait réellement. Le two-hit armor class 0, ça, Mais tu savais que moins, c'était plus. c'est ça. Fait que quand j'étais tout nu, j'avais plus de ce chiffre-là. Puis quand je mettais une armure, ça descendait. J'avais pas besoin de plus, tu sais. Puis dernier truc, non, deux trucs à Baldur's Gate. Ça a été mon premier contact avec les Forgotten Realms, Ouais, le monde officiel. le monde officiel de D&D. J'ai allumé il y a pas si longtemps, là, il y a peut-être un an ou deux, quand j'ai commencé à vouloir m'informer un peu plus, creuser là-dedans, faire comme crime, Baldur's Gate, ça en fait partie. Finalement, ben, j'en connais déjà plus que je pensais. Fait que ça a été une belle surprise. Ben oui, tu as rencontré des personnages clés, des NPC du jeu qui sont existants dans le lore des Forgotten Ouais, Realms. Puis ça t'a ouais, donné, des villes, Oui, tout ça. malgré toi, du backstory là, sur le monde général de D&D officiel. Tout à fait. Puis dernière parenthèse sur Baldur's Ouais, Gate, vas-y, ben, vas-y. il y avait un plaisir qui était connexe entre Baldur's Gate puis jouer à D&D, c'était les petits tours de passe-passe. Ça, on dirait que tu t'en sors pas. Quand tu joues à un jeu de même où faut que je sais pas, tu grindes un peu pour level up puis avoir plus d'habilité puis tout ça, ben ça en faisait partie, tu sais, de battre des personnages de manière vraiment cheat. Là. Tu triches complètement le jeu, mais ça te permet de battre un personnage ou un monstre, je sais pas, le 8 niveaux plus que toi, puis là, hop, tu pognais un level instantané, ben ça faisait partie du plaisir. Fait qu'on dirait que ça c'est quelque chose qui était connexe aux deux, au jeu d'ordi puis à D&D. Les petits tours de passe-passe, ça, tu t'en sors pas. Si tu me présentes un jeu dans lequel je peux cheat, en guillemets, ben c'est le fun. Oui, t'as un petit côté ratoureux, mine de rien. Oui. Hein? Dans toutes tes créations, que ce soit quand t'es DM, quand t'es joueur, c'est quoi qui t'influence dans le jeu de rôle? Ah, j'aime beaucoup le mystère. Plus que tu as de trucs mystérieux ou des. Tu, sais, tu présentes
quelque chose on comprend pas tout de suite pourquoi. Je sais pas, une ville dans laquelle, au milieu de la ville, il y a un bassin d'eau avec des poissons magiques. Ça a été offert par les elfes il y a plusieurs générations. Puis, tu sais, juste du lore, du backstory, puis que tu comprends pas tout de suite, mais plus ça va, plus que tu peux à donner un peu plus d'informations à ce sujet-là, ou quand il y a un changement, là, il n'y a plus de poissons. Oh, là, tabarnouche, là, il s'est passé de quoi, tu sais. Dans le mystère, Philippe, ça me nourrit beaucoup. Le mystère te nourrit. Ouais. Ah, c'est une ouais. excellente Les surprises, influence. le mystère, qu'est-ce qui est un peu mystique, mais en même temps, pas trop, parce que si c'est inaccessible, tu perds l'intérêt. Il faut que ça soit comme... Ouais, le monde passe à côté, puis finalement, toi, t'as comme un espèce de gros mystère qui sera jamais utilisé parce qu'il était trop mystérieux, ton mystère, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'un genre de mystère, mais accessible. OK. Puis comment les 2 dernières années de ce podcast de jeux de rôle ont changé ta conception du jeu? Peut-être revenir sur le fameux spectre du plaisir du jeu. Le fait de s'être autant éloigné des règles pour vraiment, vraiment prioriser les échanges entre personnages, ça, je pense sincèrement, c'est ça qui a le plus changé. C'est des moments touchants entre deux personnages. Je pense que je m'enlignerais pour donner plus d'occasions de provoquer ce genre de situation-là, quitte à moins avancer vite dans l'histoire, mais d'avoir plus de moments comme ça, je trouve que... Ça vaut plus la peine au niveau du plaisir? Ouais, je pense que oui. Comment certains personnages s'attachent à d'autres personnages, la dynamique qu'ils ont entre eux. Ça c'est priceless. Je pense vite à Octéon, qui comme, tu sais, d'ailleurs, j'ai réécouté récemment avec Charles Elliott qui dit « Mais là, je comprenais pas pourquoi, tu sais, les autres, ils m'haïssaient pas mon personnage, je sais pas. » Mais tu sais, c'est au contraire, c'est qu'on... Ou en tout cas, ça s'est peut-être senti aussi dans les Dévainqueurs. Moi, j'ai l'impression que j'étais toujours celui qui est comme « Ben, il est pas si pire, Octéon, tu sais. » J'étais pas capable de l'haïr, tu sais. Je l'aime beaucoup, ce personnage-là. Fait que la construction de relations de personnages, je trouve ça beau. Ben, écoute, c'est une très belle leçon que tu es allé chercher dans le podcast qu'on a fait. Puis, on entame prochainement la 3e année. Est-ce que tu anticipes quelque chose? Est-ce que tu as des défis pour l'année qui s'en vient? Avoir notre diplôme de saucier, honnêtement, là, il serait temps, là. Ça, j'aimerais bien ça. Après ça, si nos persos, ils meurent, ben, correct, tu sais, ça fait partie d'une histoire, puis ça serait correct aussi. Mais mettons qu'on a à finir l'histoire d'une manière où on réussit une quest puis on se retire, ben, ça ferait une belle finale. Mais après ça, un peu la suite de ma dernière réponse. Là, on va essayer de pousser des beaux moments de roleplay parce que je pense que c'est des beaux moments pour tout le monde. Fait qu'on va essayer de provoquer ça davantage. OK. Ben, excellente réponse, Étienne. Et c'est ce qui conclut notre 12 échanges. En même temps, hey, je peux pas croire, t'avais pas compris le jeu de mots. À la fin, je conclue. Hey, je me sens tellement niaiseux, Phil. Là, c'est comme ça, regarde. Mais écoute, c'est pas grave, c'est fini. C'est donc ce qui conclut notre 12 échanges. Merci, Étienne, d'avoir discuté avec moi de jeux de rôle. C'était très plaisant. Ben, merci à toi. Puis un gros props pour des 12 échanges, Phil. C'est vraiment un beau terrain sur lequel on apprend à connaître davantage les joueurs. Puis je trouve ça doux maintenant. Mais, je trouve ça doux. C'est ça qui est absurde. Là. Je comprends comme d'où ça vient. Fait que double props. Ben, merci beaucoup et merci à tous nos auditeurs. Et à la prochaine pour un autre épisode de Des 12 échanges.